C'est la deuxième conférence de presse du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce jeudi à l'Elysée, le chef de l'État va révéler les grandes priorités de la présidence française de l'Union européenne. Elle débute au 1er janvier. On voit les détails dans ce journal. La crise politique au Burkina Faso. Le Premier ministre Christophe Dabiré a présenté sa démission, entraînant celle du gouvernement. Un départ, vous le verrez, sur fond de colère de la population face à la gestion de la menace djihadiste. Et puis coup de projecteur sur cette étoile qui s'est illuminée dans le ciel de Barcelone en Espagne. Elle brille sur l'édifice le plus emblématique de la ville, la Sagrada Familia. La plus grande des 9 tours déjà achevées a été inaugurée. Retour sur un chantier initié il y a près de 140 ans dans ce journal. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Pandémie oblige, seulement une centaine de journalistes a été conviée dans la salle des fêtes de l'Elysée ce jeudi. Deuxième grande conférence de presse d'Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat. Un seul mot d'ordre du jour, l'Europe et le programme de la présidence française de l'Union européenne. Elle débute en janvier pour 6 mois. Elle va donc forcément coïncider avec la présidentielle française. Alors quelles sont les priorités pour l'Europe d'un président bientôt en campagne? On voit ça avec Marc Poupe. Remettre sur pied l'Union européenne, voilà le défi de taille qui attend Emmanuel Macron. Pour cela, le chef de l'État qui s'apprête à prendre la tête de la présidence de l'Union européenne pour 6 mois veut axer sa politique autour de 3 maîtres mots: relance, puissance et appartenance. Il faut bien dire que les chantiers ne manquent pas. Le premier d'entre eux est sans conteste l'épidémie de Covid-19 qui a entraîné une crise sanitaire et économique sans précédent. La question des frontières devrait également être prédominante à l'heure où de nombreux migrants affluent aux portes de la Pologne et où la Russie menace les frontières de l'Ukraine. Emmanuel Macron plaide ainsi pour une Union européenne plus autonome militairement. Un sommet sur la défense est d'ores et déjà prévu d'ici le mois de mars. Autre sujet que la France devrait aborder, la réforme des accords de Schengen, le paquet climat avec la taxation carbone ou encore la refonte de la relation avec l'Afrique. Depuis son élection en 2017, le président français ne cesse de se poser en défenseur de l'Europe face au nationalisme et au populisme qui se répandent. Des priorités qui devraient toutefois se heurter aux divisions des 27 pays membres. La présidence française est par ailleurs perçue comme un avantage pour Emmanuel Macron, potentiel candidat à sa réélection lors de la présidentielle prévue en avril prochain. Un scrutin qui complique toutefois sa tâche. Les principaux rendez-vous ont ainsi été organisés pendant les 3 premiers mois de la présidence française. Emmanuel Macron qui s'apprête à travailler avec le nouveau chancelier allemand. Première rencontre prévue ce vendredi. Retour sur ce passage de flambeau ce mercredi, synonyme de nouvelle ère en Allemagne. À 63 ans, regardez, Olaf Scholz a officiellement été investi 9e chancelier par le Bundestag. Angela Merkel a donc pris sa retraite après 16 ans au pouvoir. Place donc à une coalition inédite des sociodémocrates du SPD, des Verts et des libéraux du FDP. Priorité afficher le climat, la modernisation des infrastructures, mais aussi le retour à la rigueur budgétaire. Dans le reste de l'actualité, ce vent d'optimisme prudent qui souffle sur le front sanitaire. Ce mercredi, l'Organisation mondiale de la santé a confirmé que le variant Omicron semblait avoir un taux de réinfection plus élevé, mais sans provoquer de symptômes sévères. Les laboratoires Pfizer et BioNTech ont rassuré eux aussi. Avec une 3e dose, leur vaccin est toujours efficace. Bilal Tarabé. Un variant qui se transmet beaucoup plus vite mais qui est moins dangereux. C'est ce qu'observent des scientifiques en Afrique du Sud, là où a été découvert le 14 novembre dernier le variant Omicron. Nous voyons beaucoup de gens qui ont été infectés par le variant Omicron, mais qui sont moins malades. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'en 10 jours, nous sommes passés dans ce pays de 260 cas par jour à 12, 13, 14 000 cas par jour, mais sans mettre les services de réanimation sous pression. Un constat à prendre avec prudence pour l'Organisation mondiale de la santé. Les premières études qui remontent d'Afrique du Sud suggèrent un risque accru de réinfection avec le variant Omicron. Mais il nous faut plus de données. Il y a aussi des preuves que le variant Omicron provoque des symptômes moins graves que le variant Delta, mais là encore, il est trop tôt pour pouvoir l'affirmer avec certitude.
Tandis que la découverte du variant Omicron déclenche le retour de restrictions à travers le monde, les laboratoires Pfizer-BioNTech affirment que leur vaccin reste efficace. Nous sommes très ravis de vous informer que 3 doses du vaccin actuel induisent un niveau de protection robuste. Là encore, l'OMS appelle à la prudence. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce dont on a vraiment besoin maintenant, c'est un effort de recherche coordonné pour ne pas sauter sur des conclusions après chaque étude. Pfizer-BioNTech s'appuie sur une nouvelle étude, mais les laboratoires ne l'ont pas rendue publique. Les laboratoires américains et allemands annoncent par ailleurs poursuivre la mise au point d'un vaccin spécifique contre Omicron qui pourrait être disponible d'ici le mois de mars. Et au Royaume-Uni, la progression du variant Omicron inquiète aussi. Déjà plus de 550 cas comptabilisés, a indiqué le Premier ministre lors d'une conférence de presse. Alors, pour sauver Noël, le gouvernement britannique passe à la vitesse supérieure et instaure son plan B. Au programme, incitation au télétravail et pour la première fois, un pass sanitaire est instauré. Écoutez Boris Johnson. Il est de plus en plus évident qu'Omicron se développe beaucoup plus vite que le précédent variant Delta et qu'il se répand rapidement dans le monde entier. À partir de ce vendredi, nous étendrons l'obligation légale de porter un masque dans la plupart des lieux publics ouverts, y compris les théâtres et les cinémas. Nous rendrons également le pass sanitaire obligatoire pour entrer dans les boîtes de nuit et les lieux où se déroulent de grands rassemblements, ceux qui accueillent plus de 500 personnes en intérieur, ceux qui accueillent plus de 4000 personnes en extérieur et tout type de lieu accueillant plus de 10 000 personnes. L'actualité en Afrique, c'est cette crise politique au Burkina Faso. Le Premier ministre Christophe Dabiré a présenté sa démission, entraînant celle du gouvernement, un départ un départ qui est attendu. Fin novembre, le président Kaboré avait annoncé des changements pour constituer une équipe gouvernementale, je cite, resserrée et plus soudée. Un nouvel exécutif pour faire face aux défis djihadistes. Précision à Ouagadougou de Khalid Loussi pour France 24. C'était l'une des mesures annoncées par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. La crise sociale que connaît le pays depuis une dizaine de jours, en déclarant avoir compris la colère engendrée par l'onde de choc consécutive à l'attaque djihadiste Nata. C'est surtout des conditions de travail de ces gendarmes qui ont suscité l'émotion et colère au Burkina Faso, car rappelons que plusieurs semaines avant le drame d'Inata, les soldats du détachement avaient dans une note déploré le manque de vivres alimentaires, sans son suivi des manifestations, dont une le 27 novembre organisée par la C27, la coalition du 27 novembre, une alliance d'organisations de la société civile, pour apporter le soutien au FDS, mais surtout réclamer le départ du président du Faso. Une manifestation non autorisée par la mairie de Ouagadougou qui s'était transformée en affrontement avec les forces de l'ordre, suivi d'actes de vandalisme, particulièrement au bureau d'état civil de la mairie. Suite à cela, certains leaders de ces organisations de la société civile ont été arrêtés et envoyés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Ils sont notamment accusés d'atteinte à la sûreté d'État et destruction de biens publics. Donc c'est donc dans un contexte social très tendu qui a attendu très prochainement la nomination du nouveau gouvernement burkinabé. Et puis encore un mot sur l'Afrique. Avec ce bilan revu à la hausse au Cameroun, les affrontements intercommunautaires dans le nord du pays, à Kousséri, ville frontalière du Tchad, ont fait au moins 30 morts. C'est une information de nos sources sur place. Selon le préfet de région, des pêcheurs mousgoum ont attaqué des quartiers de bergers arabes. Beaucoup ont fui vers le Tchad, faisant craindre ici une crise humanitaire. Dans le reste de l'actualité, tous les regards se sont tournés vers le ciel ce mercredi à Barcelone. Coup de projecteur sur l'édifice le plus emblématique de la capitale catalane, la Sagrada Familia. La plus grande des 9 tours déjà achevée a été inaugurée. Une gigantesque étoile de verre et d'acier, regardez, de plus de 5 tonnes, s'est illuminée à plus de 138 mètres de haut. Retour sur ce chantier pharaonique initié il y a près de 140 ans. C'est avec Ethan Hadji. Sa silhouette extravagante est indissociable de Barcelone et de la Catalogne, tout comme ces grues géantes qu'il suffit de chercher au loin pour la localiser. La Sagrada Familia, c'est l'histoire d'un chantier éternel, d'un chantier obsessionnel pour celui qui l'a commencé en 1883, l'architecte moderniste Antoni Gaudí.
Et voici la 9e tour sur les 18 que comptera la Sagrada, inaugurée ce mercredi, celle de la Vierge Marie, reconnaissable avec sa gigantesque étoile de verre et d'acier. Elle fait la fierté de Jordi Fauli, l'architecte en chef du monument, et peut-être l'homme qui achèvera le chef-d'œuvre de Gaudí. Lorsque je suis arrivé, la construction avait commencé seulement sur 3 colonnes. Celle de la partie ouest, elle faisait 10 mètres. La Sagrada Familia, c'est des travaux qui se sont étalés sur près de 140 ans. Gaudí s'y consacre pendant 4 décennies, jusqu'à sa mort en 1926, percuté par un tramway à la sortie de son chantier. Une œuvre presque vivante qui fait la fierté des Catalans. Près de 5 millions de visites en 2019, avant sa fermeture au public avec l'arrivée de la pandémie. On a dû arrêter les travaux, on n'a eu quasiment aucun visiteur pendant une année. Il y a eu des donations, mais sans les revenus du tourisme, l'avenir s'est beaucoup assombri. Les architectes espéraient terminer l'ouvrage en 2026, date du centenaire de la mort de Gaudí, un objectif qui semble aujourd'hui compromis. Fin de cette édition, prochain journal dans une vingtaine de minutes. À tout à l'heure.